Du coup, voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, la caméra s'est coupée, comme d'habitude, machin. Du coup, on reprend, mais heureusement, j'avais Johanna qui était là pour me dire quand la vidéo coupait, c'était génial. Parfait, merci beaucoup. Voilà, merci aussi. Ah, voilà, du coup, bref, il payait du coup des peintres, des orfèvres, c'est-à-dire des bijoutiers et des architectes, parce qu'il aimait bien l'art et parce qu'il voulait montrer que la France était une belle puissance, qu'il savait faire plein de choses en France, etc. Et du coup, il crée pour ça un magnifique château. Et plusieurs châteaux, ça s'appelle les châteaux de la Loire. Mais il crée un magnifique château qui s'appelle le château de Chambord. Et il le crée avec l'aide de son ami Léonard de Vinci et de plein d'architectes, de peintres, etc., etc. Il veut montrer dans ce château de Chambord, c'est vraiment une vitrine de la France. Il veut dire, regardez, la France, on sait faire ça. Je vais vous montrer, c'est un des plus beaux châteaux de l'époque, voire le plus beau peut-être. Regardez-moi ce château de Chambord. Attendez, il faut que j'enlève ça. Alors, c'est sur mon bureau que nous avons notre château de Chambord. Vous pouvez pas me le dire si vous le voyez, mais bon, si là on a vu du haut, j'aimerais bien vu de face moi. Ah oui, j'ai pas le rétroprojecteur, merci. Ouais, je le ferai aussi, mais il faut juste que je trouve, pardon. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon château. Je vous mets l'image, pas de souci. Voilà. Château de Chambord, prêt? Attendez, je vais vous tourner, c'est plus joli. Ah. Voilà. Notre magnifique château de Chambord. C'est plus du tout les châteaux du Moyen-Âge avec les donjons, etc. Là, c'est vraiment des. Il n'y a plus de meurtrières, c'est-à-dire, c'est pas un château pour défendre, hein, qu'on va défendre quelque chose. Là, c'est un château pour vraiment habiter. Ça se voit parce qu'il n'y a pas comment ça s'appelle? Autour de douves, d'eau, etc. Vraiment un très beau château pour faire une vitrine, pour montrer, regardez ce qu'on sait faire en France, c'est magnifique. Avec des très beaux jardins, mais les jardins, je crois qu'ils viennent après. Notamment avec Louis XIV, il y a beaucoup de jardins, il a un très bon jardinier. Et voilà. Voilà, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est super bien fait, cette petite tour là. Magnifique. Et du coup, je vais vous montrer juste la touche de Léonard de Vinci, qui a aidé du coup à faire ce château. Oui, c'est ça. Regardez ça. Ah, zut, on voit pas très bien là-dessus. En fait, il a fait un... Il a fait les... je vais juste vous montrer la photo du haut, vue du haut. Voilà. J'aurais dû trouver une meilleure qualité, mais bon. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, vue du haut, Chambord. Et du coup, attendez, on y est presque. Voilà. Voici l'œuvre du coup de Léonard. Ce serait Léonard de Vinci qui aurait fait ça. C'est un escalier qui s'appelle l'escalier à double révolution. En fait, c'est un escalier qui à l'époque était, c'est un peu comme, il considérait ça, enfin presque un peu comme un escalier magique, parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent descendre et monter en même temps sans se croiser. En fait, vous pouvez descendre l'escalier, quelqu'un monte en même temps que vous, mais vous ne voyez pas la personne qui monte. C'est un escalier un peu magique, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est avec un système de double vis, et du coup c'est Léonard de Vinci qui aurait fait les plans en tout cas de cet escalier, qui est vraiment... J'ai trouvé une vidéo sur YouTube pour expliquer comment ça marche. J'avais prévu de vous la mettre sur Classroom, mais bon, je vais vous la montrer quand même. Regardez, ça explique comment marche l'escalier. On a des gens qui montent, des gens qui descendent, et regardez, ils vont jamais se croiser. Voilà. Bref, très bel escalier. Et voilà, tout ça pour dire que du coup le château de Chambord, magnifique, voilà, qui veulent montrer que la France c'est faire des beaux trucs, c'est des belles choses. Voilà. Léonard de Vinci, vous savez du coup qui c'est. Et Stuck. Voilà. Ensuite, dernière partie qui va vraiment pas durer longtemps,
mais qui est très importante aussi. Du coup, ça c'était le roi qui... La première partie, le roi qui fait la guerre. Deuxième partie, le roi qui paye les artistes et qui est fan de l'art. Troisième partie, c'est le roi qui structure la France. Il va vraiment bien cadrer la France. Alors, déjà, il décide de créer un conseil royal. C'est-à-dire qu'il va nommer quelques personnes, mais pas beaucoup, hein. Je crois une dizaine peut-être, mais vraiment pas grand monde, des personnes qui pourront le conseiller. Par exemple, ils vont le conseiller le roi. Est-ce que le roi demande s'il pense qu'il va falloir faire la guerre? Bah, les gens vont le conseiller. Mais de toute façon, c'est le roi qui décide. Mais du coup, il crée ce conseil. Voilà. Création du conseil royal. Ensuite, ça c'est un truc super. Il crée en 1539 l'édit de Villers-Cotterêts. Et cet édit, il est vraiment très important. Pas grand monde le connaît. L'édit de Villers-Cotterêts. C'est un édit, c'est-à-dire c'est une loi qui dit qu'en France maintenant, dans toute la France, on va devoir écrire en français. Et les gens doivent connaître le français. Et du coup, c'était pas le cas avant. Avant, dans chaque région, ils parlaient un langage un peu différent, etc. Maintenant, ils disent, avec ça, l'édit de Villers-Cotterêts, que maintenant, tout le monde est français, on parle français. Et c'est la langue officielle du pays, le français. Voilà. Et du coup, c'est là où les gens, vraiment, grâce à ça, ils comprennent qu'ils sont français. Ils parlent tous la même langue, à l'endroit là, du coup, ils se rendent compte qu'ils sont français. C'est le début de la naissance du sentiment d'être français. C'est déjà de parler tous la même langue. Voilà. L'édit de Villers-Cotterêts, du coup. Et dernière chose, et puis on aura fini avec cette leçon qui est un peu longue, je sais, mais bon, ça va aller. Il crée la cour du roi au Louvre. En fait, il crée la cour. La cour, c'est en fait, c'est pas un endroit, c'est pas là où vous courez en récréation. En fait, c'est des personnes. C'est des personnes qui vont vivre dans le château du roi. Et c'est des personnes qui vont être, comment dire, enfin qui vont le suivre, qui vont, je sais pas moi, qui sont très proches de lui, qui sont soit des gens qui combattent avec lui, soit des riches commerçants qui commercent avec lui. Enfin, c'est tous les grands amis du roi qui vont, ou les amis du roi, ou les artistes, etc. Et ça fait à peu près, cette cour-là, ça fait à peu près entre 1500 et 2000 personnes, on voit pas, entre 1500 et 2000 personnes qui vont du coup vivre avec le roi dans le château. Voilà, c'est énorme. Et c'est la cour du roi. Et c'est avec ça que le roi, vraiment, il pourra se faire ses réseaux, connaître plus de gens, etc. C'est grâce à cette cour. Un peu le réseau social de l'époque, le Facebook de l'époque. Ensuite, du coup, ça c'est très bien parce que ça structure aussi. Il connaît un peu tout le monde, il gère mieux la France, tout le monde parle français, tant mieux. Il peut comme ça sortir des lois plus facilement, tout le monde le comprend, ils parlent tous français. Et, dernière chose, oui, petite anecdote drôle. À l'époque, pour se faire connaître, le roi, il faisait le tour de France. En fait, avec sa cour, et il se promenait. Je vais essayer de trouver le Tour de France de François Ier. Et il n'avait pas de vélo, mais il y allait en cheval. Le Tour de France royal. Grand Tour de France. On parle de Charles IX là. Ah non, pourquoi est-ce qu'il veut montrer? On y arrive. Vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez pour arriver tout de suite au Tour de France, le temps que je trouve l'image. Pourquoi tu veux pas me la mettre? Voilà, la seule image que j'ai réussi à trouver, elle est vraiment minuscule. Là, on a la France et on voit des fois le trajet des rois, que les rois font en fait. Bref, tout ça pour dire que le roi du coup, pour que tout le monde les connaisse en France, les rois, ils vont avec toute leur cour, les milliers de personnes là, ils prennent leurs meubles, tout ça, et ils vont avec tout ça, tous les gens, tous les meubles, toute la cour, et aussi parce que à l'époque les châteaux, ils sont vides, et c'est le roi qui a amené tous les meubles avec lui. Et du coup, ils font tout le tour de toute la France et ils vivent des fois dans des châteaux ou dans des villes, dans des villages, etc. Comme ça, tout le monde les connaisse.
Et c'est fait pour que, même dans le sud de la France, on connaisse le roi. Voilà. Du coup, ça s'appelle le Tour de France Royal, ou le Grand Tour du Roi. Voilà. Et du coup, ça a donné le Tour de France en vélo aussi, mais ça, c'est pas pareil. Et du coup, voilà. Bref, tout ça pour dire que François Ier, c'est un roi qui a fait les guerres d'Italie, mais ça, c'est pas très bien tiré. Mais en revanche, en Italie, il a rencontré son copain à Florence, Léonard de Vinci, qui lui a montré la Renaissance, etc. Et vu qu'ils étaient humanistes tous les deux, ils étaient copains-copains. Et du coup, il était mécène, c'est-à-dire qu'il payait des peintres, des orfèvres, des architectes, etc. Dans le but de montrer la valeur de la France, il a créé le château de Chambord, il a créé le Conseil du roi, il a fait pour que tout le monde parle, enfin au moins écrive les lois en français en France, et qu'il commence à parler plus français. Et enfin, il a créé la cour du roi. Et il a fait du coup des tours de France royaux. Voilà. C'est parti, c'était une bonne leçon, grosse leçon avant les vacances. Pour moi aussi, il est tard. Mais je vais vous faire la leçon qui est plutôt courte, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on fait le silence en lit. A tout de suite.